Bonjour, rebonjour à tous, bienvenue ici au Musée des Beaux-Arts de Nancy dans le cadre du livre sur la place. Musée des Beaux-Arts donc qui rend particulièrement hommage à la bande dessinée, notamment. Nombre d'auteurs du 9e art sont présents, mais encore une fois, ce n'est pas pour autant que, j'allais dire, cet art qui mêle l'image et le texte ne peut pas rencontrer le roman, et c'est tout l'enjeu de cette rencontre avec nos deux invités qui viennent respectivement présenter un roman donc, et une bande dessinée, un roman graphique. Bonjour Sabine Spirer, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson Le fil rompu. On va évidemment revenir sur la signification de ce titre. Et Philippe Collin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors vous avez non pas signé mais co-signé cet album, La patrie des frères Werner, avec Sébastien Goethals, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il s'excuse, il a un problème personnel, donc il s'excuse auprès de vous, il ne peut pas être là ce soir. Donc vous aurez le droit de dire plein de bêtises sur lui, comme ça il ne sera pas au courant, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, cette patrie des frères Werner aux éditions Futuropolis. Alors on vous a réunis tous les deux pour véritablement faire un petit, état des lieux de notre rapport au passé, à l'histoire, avec vos deux œuvres respectives, qui explorent notamment la question de l'évolution de l'Europe au fil du XXe siècle. Et évidemment avec des conséquences beaucoup plus larges, comme on va le constater. Tout se passe bien à Nancy, au fait. Très bien. De votre côté. Très très bien. Je suis arrivé en fin de matinée et c'était parfait. Donc, voilà. Et pareil, j'ai pu participer à l'inauguration hier soir et c'était super. Une première. Une première. Bon. Pour vous aussi ou vous étiez déjà venu? J'étais dans le passé, ouais. Pour le précédent. Pour le précédent, voilà. Bah tiens, on va justement commencer avec vous, Philippe Collin. Vous venez donc nous présenter cette patrie des frères Werner. On vous connaît comme journaliste, homme de radio notamment. Votre voix peut dire quelque chose, notamment aux auditeurs de France Inter. Bah oui, forcément. Rappelez-nous. Merci, madame, merci. Tout de même, évidemment. Merci, madame. Rappelez-nous juste quelques émissions, quelques titres d'émissions auxquels vous avez participé, juste pour qu'on recontextualise un petit peu. En fait, j'ai commencé avec une émission qui s'appelait Panique au Mange un Palace, il y a longtemps maintenant. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Frédéric Bonneau. On a fait La Bande à Bonneau et Charivari aux 18h. Après, j'ai fait un 18h moi-même qui s'appelait Downtown. Et là, depuis 5 ans, je produis une émission qui s'appelle L'œil du tigre, qui est le dimanche soir à 18h. Et quel est justement le concept, le sujet de cette émission? Le concept de cette émission... Vous me voyez venir. Oui, bien sûr. C'est de raconter une histoire du sport. C'est de se servir du sport comme un véhicule pour raconter des histoires à la fois humaines, mais aussi des histoires politiques, culturelles. Et c'est comme essayer d'apercevoir le XXe siècle à travers le sport. Voilà. Je suis persuadé qu'on pourrait écrire une histoire du XXe siècle à travers le sport. Alors justement, ce projet, La patrie des frères Werner, s'ancre totalement dans l'esprit de cette émission, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc cette BD que vous avez signée avec Sébastien Goethals, on vous avait déjà repéré tous les deux avec le voyage de Marcel Grob qui avait été un gros succès. Juste rappelez-nous combien d'exemplaires Alors au final, pour l'instant, on en est à 130 000 exemplaires, ce qui a été... Sur le marché de la BD, c'est énorme. Oui, c'est énorme, et pour bien comprendre l'enjeu, c'est qu'on avait un premier tirage à 12 000. Donc il faut bien comprendre que 130 000, c'est une révolution dans la vie de deux auteurs. Ça nous est tombé dessus. On avait un espoir, comme quand on écrit un livre, on espère toujours, mais jamais à ce niveau-là. Donc c'était pour nous quelque chose c'était une aventure incroyable. Une BD magnifique sur la question des malgré nous alsaciens et mosellans. Et on est à Nancy, donc Nancy n'était pas... annexé, mais c'était quand même frontalier, donc c'est une histoire qui parle beaucoup aux gens de la région, évidemment. Voilà. On va aller à l'est, enfin un tout petit peu plus à l'est, avec cette patrie des frères Werner, qui nous plonge tout d'abord en 1974, avec une rencontre quand même ô combien symbolique entre deux pays, deux nations de football, et pas n'importe lesquelles. La RFA, donc l'ex-Allemagne de l'Ouest, et la RDA, l'ex-Allemagne de l'Est. Le match est bien réel? Le match est bien réel, tout est réel, les personnages sont réels. C'est un match qui est un peu tombé dans l'oubli. Et pourtant, c'est un match qui est historique à plus d'un titre et qui dépasse largement le cadre du football. C'est un contexte très particulier.
À titre d'exemple, il faut savoir que le match a lieu le 22 juin 1974 et qu'au mois d'avril, le directeur de cabinet de Willy Brandt, qui est donc le chancelier ouest-allemand, qui est le grand chancelier Willy Brandt, est accusé, et a raison, d'être un agent de la Stasi, infiltré donc dans le cabinet de Willy Brandt, qui va pousser Willy Brandt à démissionner et donc à quitter la vie politique, alors qu'il avait mis en place ce qu'on appelle l'Ostpolitik, qui est la politique de l'Est, avec une sorte de rapprochement avec la RDA. Et donc ce match, vous voyez, c'est un match de football, alors bon, mais ça se passe dans un contexte très très particulier d'une immense tension, à la fois européenne, allemande et mondiale. Et on se retrouve avec un match qui n'était pas forcément prévu. C'est-à-dire que c'est un tirage au sort, c'est le sort qui va faire affronter les deux sœurs, les deux Allemagnes, sur un match de football, 90 minutes, avec 11 personnes de chaque côté qui sont allemandes. Ils sont tous allemands, et à qui on interdit de fraterniser et à qui on interdit de parler les uns aux autres. Donc c'est un antagonisme qui est très fort, et c'est en 90 minutes résumer les enjeux de la guerre froide, réellement. Et vous le faites aussi à travers l'histoire, le parcours de deux frères qui ont été séparés à un moment. Oui, oui, et d'ailleurs c'est le début du récit, c'est-à-dire que en fait, le football est arrivé après. L'idée que j'avais dès le départ, c'est que donc l'histoire de Marcel Grob, qui est l'ouvrage précédent, raconte le destin d'un adolescent français alsacien qui se fait kidnapper par les nazis avec deux camarades, enfin les malgré nous on va dire, et qui sont donc broyés par la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant que j'écrivais Marcel, je me suis demandé ce que c'était que d'avoir 10-12 ans en 1945, de l'autre côté du Rhin, dans une Allemagne en ruine. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 10-12 ans, d'être orphelin dans un pays qui va être banni du concert des nations, et on est responsable de rien à 10-12 ans, ni du NSDAP, qui est le parti national-socialiste, ni de l'accession d'Hitler au pouvoir. On est orphelin, on est juif, on est avec son frère, on a perdu ses parents, donc on est seul. Il faut savoir qu'il y aura 2 millions d'orphelins en Allemagne en 1945, 2 millions, c'est pas rien. Et en fait, je voulais faire écho à Marcel Grob. Je m'étais dit, voilà 3 enfants dans Grob qui quittent leur famille, à qui on impose de quitter leur famille, donc ils sont d'une certaine manière un peu orphelins, et ils n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est de rentrer chez eux vivants, de retrouver leur famille. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est donc d'avoir 10-12 ans, d'être orphelin en Allemagne et de ne pas pouvoir retrouver sa famille? Quand on est orphelin, on ne peut pas retrouver ses parents. Donc je me suis dit, on va essayer de créer une patrie avec 2. La patrie des frères Werner, une fratrie qui est patrie. Notez la proximité entre les deux mots. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être frère dans une Allemagne en ruine, l'Allemagne année zéro, et qu'est-ce que c'est que la fraternité quand elle doit s'affronter à un système totalitaire? Quand je parle de diptyque, c'est un diptyque, pour moi, ces 2 albums. Le premier évoque une idéologie nationale-socialiste et le second évoque ce qu'est le communisme dans le bloc de l'Est et comment elle peut façonner une jeunesse qui est aussi là captive, enfin qui est captivée par cette idéologie. Et en fait, c'est comme un conte, en fait. C'est-à-dire que ces 2 frères, qui sont donc des enfants loups, on appelle ça des Volkskinder, ils sont imaginaires, mais ils viennent du réel. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec un historien allemand qui s'appelle Christopher Spatz, et qui a beaucoup étudié 30 000 dossiers d'enfants loups. Donc en fait, les 2 frères Werner viennent de ces dossiers. C'est des personnages composites. Donc ils sont imaginaires, mais ils viennent du réel. Et en fait, c'est comme un conte, c'est-à-dire que ces 2 enfants orphelins qui vont devoir grandir dans un pays en ruine, affronter cette situation, et ils vont rencontrer un ogre, qui est le colonel Gronau, qui est donc un agent de la Stasi, qui est un agent recruteur, un agent important, qui a existé, il existe, le colonel Gronau, et qui va proposer un pacte à ces 2 enfants, comme un père de substitution. Et le pacte, il est faustien. Et les enfants, notamment l'aîné, va devoir accepter ce pacte, pour des raisons que je ne vais pas révéler ici, et ça dit ce qu'est... vous savez, en fait, j'ai pensé beaucoup à Hansel et Gretel quand j'ai écrit ce scénario, parce que c'est un conte allemand, déjà, Hansel et Gretel, qui a été écrit en 1812 par les frères Grimm. Et en fait, c'est intéressant parce que Hansel et Gretel doivent affronter les difficultés, mais ils sont solidaires. Ils sont toujours solidaires. Le frère et la sœur vont affronter la sorcière anthropophage. Et ils s'en sortent en étant solidaires. C'est un conte pour enfants. Mais
je me suis dit, que se serait-il passé si, pour s'en sortir, Hansel aurait dû trahir Gretel? La trahison de l'autre quand il est même. Et je me suis dit, quand on est frère, sœur, et qu'on doit affronter un régime totalitaire, c'est pas un conte. Parfois, l'histoire descend jusque dans vos vies, et il peut y avoir une explication à la trahison de l'autre quand il est même. Donc, que se passe-t-il si Gretel trahit Hansel? Et en fait, je ne vais pas dire pourquoi, mais évidemment, c'est une affaire de trahison. On a deux frères face à face, et il y en a un qui va trahir l'autre. C'est pour ça, j'allais dire qu'il y a aussi quelque chose qui relève un peu de la tragédie classique d'une certaine manière dans le livre. Enfin, c'est explicitement revendiqué, en tout cas. Oui, et donc il y a deux frères et deux sœurs. Hein. Il y a deux Allemagnes et donc deux frères. Et donc les antagonismes traversent à la fois les frères et les sœurs. Et donc je répète, c'est qu'est-ce que c'est que l'autre quand il est même et qu'il se retrouve face à un choix difficile de trahir celui qui lui ressemble. Pour autant, au-delà de ce qui relève véritablement du signifiant, du symbole, encore une fois, ce sont aussi des histoires individuelles. Justement, est-ce que vous pourriez toutefois nous présenter un tant soit peu, dans certains détails, Konrad et Andreas? Alors, Konrad et Andreas, ils sont tous les deux au moment de l'entrée des troupes soviétiques dans Berlin le 8 mai 1945, quelques jours précédemment d'ailleurs, et ils décident d'aller se réfugier en dehors des combats. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la route de l'Est, parce que Leipzig, en fait, ils tombent par hasard sur une famille qui les emmène plutôt à l'Est, mais ils vont se retrouver, entre guillemets, coincés dans le découpage de l'Allemagne, et donc dans la zone soviétique. Or, il faut savoir que dans la zone soviétique, il y a beaucoup d'enfants loups, allemands, orphelins, et le régime soviétique condamne très très vite toute personne qui va aider les enfants loups, du goulag ou de la prison. Donc, les enfants loups, les frères Werner, qui sont pris au piège de la ex-RDA, doivent se débrouiller tout seuls, pour se nourrir, pour se loger, etc., etc. Ils ont peur de rentrer en contact avec des populations d'occupation. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et pour une raison que je ne vais pas révéler ici, Konrad doit aider son jeune frère. Pour une raison de la vie très simple, qui est une grippe. Mais la grippe, parfois, elle conduit à l'ogre, à Gronau, qui est un agent recruteur et qui trouve l'aubaine de recruter deux jeunes Allemands pour être agents juste au départ d'information, informateurs. Or, ces deux gamins vont se révéler assez brillants et il va les intégrer à une école de sous-officiers de la Stasi. Donc la police politique pour contrôler la nation, la patrie des travailleurs. Et donc ces deux frères vont grandir ensemble avec des oppositions déjà, parce que qu'est-ce que c'est qu'être juif en ex-RDA? Il y a une négation de la Shoah, parce qu'en fait c'est le genre humain du côté soviétique. Donc on n'est pas juif ou tzigane ou homosexuel, on est le genre humain. Et donc d'ailleurs il y a pas mal de camps, notamment Ravensbrück, qui se trouvent sur l'ex-territoire de la RDA. Donc il y a des mémorials qui sont organisés. Et il n'est jamais fait référence au peuple juif. C'est l'homme résistant au nazisme qui est donc le genre humain, donc l'homo soviéticus, qui a été le résistant antifasciste, anti-nazi. Or, la première ligne de fracture entre les deux enfants, c'est que Konrad accepte le fait d'appartenir au genre humain, mais Andreas dit, mais attends, nos parents étaient juifs, ils sont morts en tant que juifs. Donc, est-ce qu'on peut nier le fait qu'on est juif? Voilà. Et la première ligne de fracture entre ici. Et elle va, je ne veux pas aller trop loin parce que je ne voudrais pas dévoiler tout le récit, mais ça va créer donc à la fois une conviction et un doute chez l'un et chez l'autre. Et donc, ils vont grandir avec cette ligne de fracture et ils vont être séparés pour des raisons là que je ne veux pas révéler, mais qui sont aussi liées à ce que je viens de raconter, à cet aspect. Voilà. Ils vont être séparés pendant 12 ans et ils vont être donc réunis par ce match de football qui a lieu à Hambourg, en RFA, en 1974. Match tout à fait réel, donc on l'a dit. Hein. Voilà. Et qui illustrera aussi un certain passage du temps, puisqu'encore une fois, on voit une certaine évolution temporelle, une certaine image de chacune des deux entités, des deux pays, et la réception, est-ce qu'on peut imaginer l'un sur l'autre en quelque sorte? Je le dis volontairement de manière floue, oui, bien sûr, pour ne pas trop entrer dans le détail de l'album. Insistons véritablement aussi sur la notion d'album, le travail formel, parce que vous avez expliqué
les thèmes, la période que vous avez eu envie Mhm. d'explorer avec Sébastien Goethals, mais la BD, c'est aussi une affaire de représentation graphique, Absolument. justement. Absolument. Alors, justement, est-ce que très rapidement, le choix, par exemple, des couleurs s'est imposé de lui-même? Alors, Par exemple, hop, je vais juste vous montrer. en fait, c'est Sébastien Goethals qui a eu une idée que je trouve séduisante, c'est que on avait fait le découpage, etc. Il me dit, mais tu sais, quand je pense à cet album, il me vient en tête, vous savez, des posters qu'on a dans nos chambres, qui sont passés au soleil, et on a le sentiment qu'il manque une couleur. Vous savez, ou quand on a laissé un prospectus derrière un pare-brise de bagnole, ça s'abîme, vous voyez, et on a l'impression qu'il manque une couleur, ou que c'est un peu passé, etc. Et tout ça. Et Sébastien me dit, on est en train de raconter l'histoire d'un pays englouti, d'un pays qui a disparu, qui est la ex-RDA. Un pays qui a disparu. Et il me dit, en fait, je vais essayer de retranscrire cette idée un peu délavée, avec donc des lavis de couleurs, mais qui laisse à penser que c'est un monde qui est englouti. Et en fait, je trouve que voilà, il a une idée qui fonctionne bien parce que on est à la fois dans une forme de, pas de nostalgie, mais d'un monde qui aurait un peu disparu, mais qui dit aussi une époque. On a le sentiment que la RDA est un pays un peu gris, un peu. C'est pas vrai. La RDA, c'est aussi un pays de la couleur. C'est quand on voit les images d'archives, c'est un pays très coloré. C'est un pays qui était. D'ailleurs, la décennie 70 en ex-RDA est assez joyeuse. On a le sentiment, nous, à l'ouest, d'une dictature, qui était le cas, c'était une dictature, mais il se trouve que la décennie 70 est assez joyeuse en RDA. Et donc il y a beaucoup de fêtes, de représentations, évidemment très propagande. Hein. Et donc Sébastien me dit il faudrait de la couleur, mais qui soit délavée. Et je trouve que ça rend assez bien l'époque, en réalité, avec cet aspect de la disparition, quoi. Ce côté délavé, on est en 2020, et on verrait un vieux poster de ce pays qui a disparu, effectivement, avec des couleurs qui manquent. Voilà. On a presque l'impression, d'une certaine manière, d'être face à des filtres de couleurs, d'une certaine manière, pour chacune des périodes évoquées. Et ça donne du rythme, par ailleurs. C'est aussi une manière d'avoir du rythme. Ça reste un objet de culture populaire, une bande dessinée. Donc il y a aussi un rythme à trouver. Et c'est la vie de couleur donne un rythme. Et aussi un objet un peu, oui, de culture populaire. Je ne veux pas dire culture pop, mais de culture populaire. Voilà. Donc, alors là aussi, la question de la représentation, pour nous faire plonger dans cet univers, retrouver l'époque, est-ce que avec Sébastien Goethals, par exemple, vous avez cherché, parce qu'on a aussi besoin de vitesse, à trouver des codes pour tout de suite nous faire comprendre qu'on est à tel endroit, que ce soit sur les vêtements, sur les décors, etc. Comment est-ce que vous les avez déterminés? Alors, en fait, ça, il se trouve que je vais prendre un tout petit peu de distance pour répondre à la question dans le temps, c'est qu'il se trouve que j'ai travaillé pour Arte, qui est une chaîne franco-allemande, et j'avais une stagiaire qui s'appelait Clara Fröhlich, née en 89 à Leipzig, donc sur ex-RDA. Et il se trouve que son grand-père était un footballeur dans l'équipe de la RDA des années 50. Et un jour, elle m'a raconté une histoire, elle m'a dit, mais tu sais, pendant ce match 74, la Coupe du Monde 74, en RFA, on raconte une histoire qui est réelle, en ex-RDA, c'est que la délégation est-allemande est partie à 37, et ils ne sont revenus qu'à 36. Quelqu'un a disparu dans la délégation. Et en fait, j'étais déjà en train d'écrire Les Frères Werner. Et je me dis, mais en fait, ce qui serait génial, c'est qu'on raconte l'histoire de ce type qui a disparu. Donc en fait, Les Frères Werner racontent cette histoire. L'histoire de la personne qui a disparu. Je vous dis ça parce que Clara étant au cœur de cette culture-là, on a décidé avec les éditions Futuropolis de la recruter comme documentaliste. Et elle a fourni un travail extraordinaire de documentation de culture allemande, ex-RDA, de Leipzig, dont le grand-père était footballeur. Et donc au fur et à mesure du synopsis, elle a eu une version définitive, elle est venue documenter chaque détail. Donc c'était fascinant parce qu'en fait, on avait une ligne du synopsis, et elle mettait les photos qu'elle trouvait, alors avec des recherches très particulières, mais donc on a vu l'album naître en photo avant les dessins de Sébastien. Et à l'allemande, j'ai envie de dire, avec une grande rigueur et une grande structure, elle a fait ça de manière très très sérieuse, c'est son travail, hein, elle est documentaliste dans la vraie vie, et elle a donc fourni un corpus de sources iconographiques ahurissant, quoi. Ce qui fait que Sébastien, évidemment, après s'est réapproprié ce travail, ce matériau, pour y mettre sa patte à lui d'auteur de dessin. Mais effectivement, on avait
tout au long du récit, du 8 mai 45 jusqu'à 1992, puisque l'album se termine en 92, il y a un épilogue, vous verrez, et on a pu suivre cette documentation tout du long. Et donc, effectivement, on a le sentiment, nous, d'avoir essayé de rendre au plus près et les décors, et les atmosphères, les ambiances, les costumes. C'est-à-dire que tous les costumes que Sébastien dessine en 1974 sont issus de photos que Clara a trouvées. Et pour nous, c'était très important pour essayer d'immerger le lecteur et la lectrice dans une forme de réalité, dans un imaginaire, parce que c'est aussi un imaginaire. Les frères Werner n'ont pas existé, hein, je répète, c'est aussi un véhicule, les frères Werner. Par ailleurs, comme c'est une aventure collective, comme vous nous l'avez rappelé, mais j'aimerais savoir comment vous avez véritablement planché sur le terrain, non pas de football, mais en tout cas voilà, sur cet album, sur par exemple votre aspect de collaboration avec d'un côté ce texte, de l'autre les images. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord quasiment planche par planche, ou est-ce que vous laissiez une certaine marge de liberté à partir du texte pour garder telle place pour telle scène, etc., etc. Comment est-ce que vous avez tout simplement découpé votre histoire? Alors en fait, moi je viens avec une V1, enfin ce qu'on appelle une version 1, ça veut dire une première version du scénario, que je donne à Sébastien. Lui, il s'en empare, il apporte son œil neuf et son univers sur le scénario. Donc en fait, on rajoute des scènes, on enlève des scènes, aussi en fonction de sa prévision du dessin. Donc là, il y a une V2 qui a un travail commun, avec une règle d'or, qui est une règle d'or de la bande dessinée, c'est une ligne, une case, une action. Et qu'il se passe une action dans chaque case. C'est la règle que Sébastien m'a apprise et que je trouve très efficace et très, très pointue, mais extraordinairement efficace. Donc c'est une ligne, une case, une action. Là-dedans, on rajoute le dialogue après, évidemment. Mais on décrit tout ce qui se passe. Donc en fait, on a un document qui est très écrit au final. En fait, c'est que des descriptions. Cette case-là, il y a ça, cette nanana. Donc en fait, c'est très décrit. Après, lui fait un découpage. Et il y a un échange qui est fait entre lui et moi, et donc on avance ensemble sur le découpage. Et une fois qu'on tombe d'accord sur le découpage, Sébastien s'empare de ce découpage pour lui entrer en sa phase de dessinateur. Où là encore, il y a des échanges. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas encore racontée. C'est que Konrad Werner, l'aîné, a un grain de beauté, une mouche ici. Vous voyez, là. Et en fait, on se disait, est-ce qu'il y a une ellipse dans le temps? Pendant 12 ans, on les perd. Et je me dis, mais comment on va faire pour que le lecteur saisisse au bout de la 40e page qu'on a passé 15 ans dans le temps et puis qu'il sache que c'est les mêmes personnages, etc. Et il se trouve qu'au moment où on décide de ça, je revois Il est une fois en Amérique de Sergio Leone. Je regarde ce film chez moi. Et là, je me dis, quel génie Leone. Il a le petit De Niro qui a le grain de beauté ici, et le plan dans l'ellipse temporelle, il y a De Niro qui apparaît dans un miroir, et évidemment, il y a le grain de beauté, et je me dis, génie, tout d'un coup, l'ellipse, elle passe tout de suite, quoi. Et donc, je dis à Sébastien, écoute, est-ce qu'on croit qu'on peut pomper ce truc à Leone? Mais bien sûr qu'on va le pomper à Leone. Et donc, du coup on a mis ce petit grain de beauté là, mais voilà, c'est un échange permanent parce que ça me stressait de me dire est-ce que les lecteurs vont comprendre que c'est le même personnage alors qu'on a une ellipse de 12 ans. Et effectivement, à la première scène, on a ce gamin qui a ce grain de beauté depuis le début. Donc à la première scène, 74, instinctivement, le lecteur il a compris que c'est Konrad Werner 15 ans plus tard. Donc voilà, c'est des échanges permanents entre Sébastien et moi à l'écriture et après aussi au dessin. Voilà. Bon, pour mettre un petit peu de légèreté sur le sujet et rester dans le domaine sportif, accessoire mais sportif, est-ce que Philippe Collin, vous êtes plutôt, d'un point de vue sportif, RFA ou RDA? Enfin non, pas sportivement, capillairement, puisqu'on parle très souvent des coupes de cheveux des footballeurs de cette époque, oui, qui, je vous assure, détonnent aujourd'hui. Mais ça, c'est intéressant parce que, prenons par exemple l'équipe de la RFA. Elle n'est pas du tout unitaire. Ce qui est intéressant avec l'équipe de la RFA 74, c'est qu'elle incarne toute l'Allemagne de l'Ouest de l'époque. Donc il y a deux personnages emblématiques qui sont Paul Breitner, qui est un grand défenseur ouest-allemand, et Franz Beckenbauer, peut-être vous connaissez plus, voilà, qui est le meneur de jeu important allemand des 70s. Mais ils incarnent tous les deux Allemagnes. Breitner incarne une Allemagne antimilitariste, rebelle, dans le plaisir, et il a donc une coupe afro, c'est Angela Davis, mais parce que c'est revendiqué, c'est-à-dire que Breitner est un Mao
qui se targue d'avoir lu le Petit Livre Rouge, etc., etc. Il est vraiment politiquement très engagé, très à gauche, etc. Et donc il incarne, d'un point de vue capillaire, une époque. Donc c'est vraiment Angela Davis. Il a une coupe afro, voilà, et donc il est avec des grands favoris comme ça, donc très très 70s. De l'autre côté, on a Franz Beckenbauer, qui est donc un homme assez conservateur, qui incarne une Allemagne plutôt, on va dire, entrepreneuriale, libérale au sens économique, mais aussi des mœurs. Mais c'est une autre Allemagne. Et donc lui, il a une coupe un peu plus, on va dire, quelques bouclettes néanmoins, mais on va dire plus courte, plus cheveux fréquentables, quoi, vous voyez. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'à travers ces deux coupes de cheveux, par exemple, on s'aperçoit que la RFA n'est pas du tout l'équipe qu'on pourrait imaginer, monolithique, d'une Allemagne un peu conservatrice, bavaroise. C'est pas vrai. Il y a donc des fractures dans l'équipe ouest-allemande également. Et Paul Breitner est l'emblème de cette génération-là. Il correspond à ce que c'est qu'aussi en Allemagne une génération baby-boomer qui s'est prise en main et qui s'est politisée et qui a dit attention, nous n'avons pas assez dénazifié, nous nous insurgeons contre la guerre au Vietnam, vous dites qu'on est une démocratie libérale, mais vous balancez du napalm sur des Vietnamiens, enfin, parce qu'on était aussi dans une forme d'alliance avec évidemment le monde libre, comme on disait à l'époque. Donc si on est d'un point de vue capillaire, voilà. Pour la RDA, c'est autre chose. Hein. La RDA, c'est un monde qui n'a pas accès au mode de l'Ouest, donc on a des coupes de cheveux qui sont plus amateurs, comme le foot amateur, qui sont plus, comment dire, aussi prolétaires, donc qui sont peut-être moins chiadés, voilà. Mais ça dit aussi un monde, quoi. C'est un monde, et surtout, c'est important de dire ça, c'est que la vedette de l'équipe ouest-allemande est un attaquant, enfin, au sens générique du terme, et avec une individualité. La vedette de l'équipe est-allemande est toujours un défenseur. C'est-à-dire que la RDA est un pays qui défend ses ouvriers et ses paysans. Donc c'est aussi un collectif. Donc pas trop de, comment dire, de distinction, y compris capillaire. On se ressemble, on est un collectif. Donc ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à travers et les joueurs et ce qu'ils sont, on peut voir deux pays se dessiner. Je peux en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter, parce que je ne vais pas prendre toute la parole. Mais c'est aussi deux coachs qui incarnent deux visions du monde. Deux coachs, donc deux entraîneurs, qui sont deux chefs d'orchestre, et qui sont des personnages extraordinaires, et qui, eux, vont mettre en place sur le terrain des tactiques de jeu qui ressemblent à la philosophie des deux pays. Voilà. Donc d'un côté, je finis rapidement, Helmut Schön est un mec de l'Allemagne de l'Ouest, qui est donc, lui, pour la gagne, donc il veut mettre des buts. Donc il met en avant un système très offensif. Georg Büchner est un type qui est passionné par la philosophie soviétique, donc il défend sa ligne de but comme il défend le bloc de l'Est. Donc on a un jeu très défensif. Et quand on regarde le match, je l'ai beaucoup revu, c'est flagrant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit à travers ce système de jeu deux systèmes politiques. Le football ouvrier contre un certain football bourgeois. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que ce match dépasse totalement le cadre d'un match de football. C'est passionnant pour ça. Voilà, comme quoi, à partir d'une question qui semble un petit peu tirée par les cheveux au vu du sujet, voilà, on peut arriver à dire des choses très, très intelligentes. Voilà, bref, en tout cas, merci beaucoup, Philippe Collin. Merci beaucoup. Voilà, je recommande vivement cet album très ambitieux, très riche, passionnant aussi bien sur le fond, sur la forme, que cette patrie des frères Werner, Philippe Collin, donc, et Sébastien Goethals chez Futuropolis. Alors, c'est inspirant. Bon, je ne vous poserai pas de questions d'ordre, capillaire cette fois-ci. Du cheveu, on va passer au fil, ce fil rompu aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà, votre premier roman qui vient de paraître, donc, comme je le disais, chez Héloïse d'Ormesson. Je vais commencer par cette question. Est-ce que vous êtes une passionnée d'art au départ ? Pas particulièrement. J'ai toujours aimé le dessin. Quand j'étais toute petite et que j'aimais déjà écrire, c'est ce que je faisais. En fait, je faisais des dessins, des illustrations que j'accompagnais de textes. Et puis finalement, après, je me suis plutôt tournée vers la partie littérature. Mais j'ai toujours aimé dessiner. Et donc, oui, j'irai dans un musée d'art de temps à autre, mais c'est pas une passion au même titre que l'écriture. D'où vient ce petit accent? Là, je l'entends. C'est suisse romand. Voilà. Oui. Voilà. Même si je crois que vous vivez aux États-Unis aujourd'hui. Oui, je vis à New York depuis à peu près une dizaine d'années, donc il semblerait que l'accent soit encore plus transformé. Oui, mais voilà.
Bon, en tout cas, voilà, c'est en français que vous avez écrit ce fil rompu, qui prouve que la littérature française, en tout cas de langue française, elle peut montrer une évidente ambition thématique, un certain souffle. On lui reproche assez souvent de prendre des petits sujets, de broder un petit peu. C'est pas du tout votre cas, puisque c'est quand même un siècle d'histoire que vous explorez à travers une intrigue, à travers plusieurs générations. Si je vous ai posé la question au départ des arts, c'est évidemment pas un hasard, c'est parce qu'il y a au départ une série de toiles qui vont faire le lien entre tous les personnages et plusieurs générations. Oui, donc au tout début de l'histoire, c'est une page d'un article de journal, mais fictif, d'une vente aux enchères qui a lieu en 1978. D'ailleurs, c'est mis en page comme un extrait de journal. Comme si c'était vrai. D'ailleurs, on me l'a demandé, donc c'est pour ça que je le précise. C'est donc pas une vraie vente aux enchères, mais de ces tableaux qui ont été peints par un artiste à l'époque assez méconnu, mais qui sont apparus sur une couverture d'un roman qui a fait controverse, et du coup ça a relancé un peu la notoriété de ce peintre, et les gens sont très intéressés par cet artiste-là, qui acquiert une notoriété soudaine lors de cette vente aux enchères, et il est acheté par un acquéreur qui est anonyme, et on ne découvre pas immédiatement qui c'est. Justement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces œuvres en question? Alors donc c'est une série de peintures qui représente toute la même jeune fille blonde, qui est assez froide mais très belle et mystérieuse, dans un cadre différent, mais c'est toujours la même personne. Et au fil du récit, on va déjà comprendre qui elle est, d'où elle vient, et comment son destin à elle se lie au destin des deux autres héroïnes qui sont également présentées à travers tout le XXe siècle, et entre la Pologne, l'Empire russe à l'époque de 1912, l'Allemagne nazie du Troisième Reich et le New York de nos jours. Alors où est-ce qu'on va les retrouver, disons, au XXIe siècle, ces toiles? Donc on les retrouve dans l'appartement d'une vieille dame, qui est donc révélée comme l'acheteuse de ces peintures au tout début de la vente aux enchères, et qui est une vieille dame qui est très solitaire, assez anonyme, qui vit dans un immeuble à New York, à Manhattan. Comment s'appelle-t-elle? Alors elle s'appelle Madame Yannick, et on sent très vite qu'elle est seule, qu'elle n'a pas vraiment de famille, pas vraiment d'attache. Et elle va se prendre d'affection pour un de ses jeunes voisins, Ethan, qui a une douzaine d'années. Et elle va peu à peu lui raconter sa vie et ses secrets, parce que cette femme a en fait beaucoup de secrets, en dépit des apparences et du fait qu'elle a juste l'air d'une vieille dame anonyme, comme on en voit tant, et auquel on s'intéresse malheureusement peu. Et donc elle va confier son histoire, elle va témoigner à ce jeune garçon en fait les secrets de son passé qui sont assez terribles et qui sont en fait, on le verra à la fin et je ne vais pas le révéler, mais liés à ces toiles justement. Alors justement, elle cache des secrets, peut-être une identité, voire des identités, et on se retrouve un siècle plus tôt, grâce à vous, sous votre plume, avec le destin d'une jeune femme, mais plus du tout aux États-Unis, bien ailleurs. Oui, donc on retrouve Katarzyna, qui, elle, c'est une immigrante qui vient de l'Empire russe. Justement, à l'époque, ce n'était pas encore la Pologne indépendante. Et elle débarque à Ellis Island, donc là où tous les immigrants débarquaient quand ils arrivent à New York. On ne sait pas exactement à cette époque pourquoi elle est en exil. Elle arrive toute seule et elle est encore très jeune, elle a 18 ans. Et elle débarque à New York dans le Lower East Side, qui était un quartier vraiment rempli d'immigrants, essentiellement d'Europe de l'Est. Il y avait énormément d'Allemands, il y avait beaucoup de Juifs de l'Europe de l'Est et des Irlandais aussi, des Italiens. Donc c'était un quartier très très vivant, rempli d'immigrants, et dont malgré elle, parce qu'en cet exil, il n'était pas voulu. Je ne vais pas révéler les circonstances de pourquoi elle est exilée, mais elle se retrouve à New York au tout début du siècle. Et c'est une partie de la fresque. Voilà. Néanmoins, on va dire, allez, pour donner des clés, puisque encore une fois, vous explorez de nombreuses périodes,
et tout l'intérêt c'est justement de trouver les liens entre celles-ci, 2 autres personnages féminins vont être absolument essentiels dans le livre, à 2 autres périodes donc. Donc, il y a Edith, qui, elle, c'est la fille de Katarzyna, et on explore surtout sa vie une fois qu'elle décide de repartir en Europe pour comprendre un peu ses racines, pourquoi sa mère est partie, puisque c'est aussi une thématique quand même assez présente dans le livre, l'identité. Et l'identité qu'on construit quand on ne sait pas tout, quand les générations avant nous ont pas tout raconté, comment on crée son identité quand c'est quand même énormément basé sur les secrets, sur les non-dits, sur tout ce qu'on finit par devoir inventer ou voilà, essayer de deviner parce qu'on n'a plus accès à ces témoignages. Donc, à cette époque-là, la mère d'Edith est décédée et donc Edith se retrouve en Pologne, malheureusement à un très mauvais moment. Donc elle est prise dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale et elle a à cette époque-là déjà 2 filles et donc il va lui arriver aussi, elle va être très bouleversée par cette période-là, son destin à elle, celui de ses filles et de son mari. Donc ça c'est une des périodes abordées. Et puis, cette Madame Yannick qu'on retrouve à New York de nos jours. Et puis, son enfance en Allemagne, à Dresde. Elle n'avait d'ailleurs peut-être pas forcément le même nom. Voilà, donc Madame Yannick, oui. J'ose pas trop en révéler, mais vu que c'est de nouveau une question d'identité, des gens qui se font imposer des identités qui ne sont en fait pas les leurs ou qui usurpent des identités. C'est une grande thématique du livre. Et Madame Yannick, effectivement, elle ne s'appelait pas toujours comme ça. Et principalement à cause de justement ce très, très lourd secret qu'elle va révéler à ce jeune voisin Ethan et qui lui est arrivé quand elle était extrêmement jeune et qu'elle avait aucune emprise sur son existence. Et en fait, c'est vraiment une victime. Ces 3 femmes sont vraiment des victimes de l'histoire de tous ces séismes du XXe siècle, mais en particulier Madame Yannick, parce qu'on découvre ce qui lui est arrivé à elle, et elle était vraiment toute petite quand c'est arrivé. Et ce qui nous replonge dans un certain pan de l'histoire, qu'on aurait peut-être pu d'ailleurs évoquer avec Philippe Collin, j'en dis pas plus. On n'a pas envie de tout révéler en fait sur votre roman, Céline Spirer. Votre roman donc, qui est complètement éclaté dans le temps. On passe volontiers d'une période à une autre, etc. Justement, pourquoi avoir opté pour cette, j'allais dire, dynamique narrative, cette forme ? Alors, je pense... Et pas une chronologie traditionnelle. Ouais, c'est pas du tout linéaire. Je pense que ça a aidé déjà à maintenir le lecteur en haleine parce que je trouvais plus intéressant que ce soit justement absolument pas chronologique. Et puis, ça crée du suspense parce que je donne certaines informations au lecteur sur un personnage, sur une époque, et puis ensuite on part à une autre. Forcément, en tout cas, j'espère le lecteur essaye de lier déjà de lui-même ces différents personnages, qu'est-ce qu'il les lie tous. Et à côté de ça, je trouvais que ça reflète aussi l'atmosphère du livre, qui est une fresque, qui est un pod qu'on crée petit à petit. On assemble les pièces aussi graduellement à mesure qu'on découvre ce qui est arrivé à ces femmes, comment leurs destins se sont entrecroisés et sont intrinsèquement liés. Et également, vu que, donc, vous l'avez mentionné, je vis à New York parce qu'à la base, j'ai fait des études en scénario. Et c'est une technique quand même assez utilisée. Je voulais arriver à cette question, justement. Oui. Justement, qu'est-ce que la pratique, parce que là, encore une fois, on voit le film d'une certaine manière, on voit ce principe du passage d'une séquence à une autre, du collage à proprement parler. Justement, qu'est-ce que l'apprentissage des techniques du scénario, comment elles se retrouvent dans votre roman? Qu'est-ce que vous avez emprunté à ces techniques, disons, plutôt cinématographiques dans l'écriture, dans le cadre d'un roman sur papier? Alors, je pense justement l'idée des flashbacks, de passer d'une époque à une autre, d'un point de vue à un autre, qu'on retrouve quand même beaucoup dans le cinéma et qui, à nouveau, je pense, aide à maintenir le lecteur en haleine, parce que c'est vrai que c'est très dense, il y a énormément d'informations, énormément d'époques abordées, mais si je l'avais fait linéairement, je pense que ça aurait été moins intéressant. Il y aurait peut-être eu moins de mystère, de suspense. Donc, c'était un choix délibéré dès le début d'avoir ce format-là
qui en plus, avec lequel j'étais familier parce que je l'avais quand même abordé durant mes études. Alors, on évoquait ce point avec Philippe Collin tout à l'heure. Quand on écrit un roman tel que celui-ci, qui nous replonge dans une histoire très particulière, justement, jusqu'à quel point on doit être influencé par la documentation et en même temps s'en détacher un petit peu. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre pour qu'on plonge dans une période très rapidement? Alors je pense qu'il y a une sensibilité personnelle à la base d'un intérêt pour une période qui nous touche. Après moi, vivant à New York, évidemment, je suis entourée d'immigrants. En plus, c'est une thématique assez abordée ces temps-ci. Donc voilà, cette sensibilité-là, je l'avais pour certains thèmes. Et puis après, donc les recherches, elles viennent un peu d'elles-mêmes et c'est aussi un plaisir, je dirais. Autant l'écriture que la recherche d'informations qui nous enrichit, qui, je pense, enrichit également l'écriture elle-même parce que, en tout cas, moi, j'aime bien être précise dans ce que je dis et décrire les événements comme ils sont arrivés. Après, je pense qu'il faut trouver un équilibre et puis se souvenir que c'est quand même une œuvre de fiction. Et donc voilà, c'est pas un ouvrage historique, c'est pas un documentaire. Et se donner cette liberté-là en tant qu'auteur, de pouvoir romancer autour des personnages et de leur vécu, de leurs émotions. Mais les recherches, pour moi, elles ont été importantes et je pense qu'elles m'ont aidé à construire un monde que les gens peuvent se représenter en lisant cette lecture qui est assez très visuelle, comme vous l'avez dit. Céline Spierer, au fond, est-ce qu'à travers ce roman, vous n'avez pas cherché à nous montrer qu'au fond, notre histoire commune, quel que soit le coin du monde où on vit, de toute façon, elle nous lie tous, d'une certaine manière. On est en Allemagne, on est en Pologne, on est aux États-Unis, d'une certaine manière. On est tous liés d'une manière ou d'une autre. Oui, et je pense de nouveau, donc cette thématique de l'identité qui m'était très chère, je me la suis moi-même posée en tant que, j'ai immigré aux États-Unis, évidemment pas avec les mêmes défis que mes personnages, mais qu'est-ce qui définit ce qu'on est? Comment est-ce qu'on aborde notre identité? Est-ce que c'est notre relation à notre culture, à l'origine de nos parents, à notre religion, à la ville dans laquelle on vit, aux hobbies, aux intérêts qu'on a et qu'on partage avec avec une communauté. Donc cette thématique de l'identité, de nouveau, elle est très présente et j'ai un peu oublié le début de votre question. Non, est-ce qu'en nous montrant différents coins du monde, encore une fois, différentes générations, mais en même temps, il y a un lien. Ce fil rompu, est-ce que c'est pas ce fil qu'on cherche à relier pour nous rappeler notre affiliation les uns aux autres? Voilà, donc cette identité, je pense qu'on la ressent tous. On a toute cette question, d'où on vient, qui on est. C'est pas si facile. C'est pas juste une question de nos parents viennent d'un tel pays ou d'une telle ville et on y est resté ou on a bougé. C'est compliqué. C'est plus compliqué que ça. Et je pense que ça, c'est vraiment un sentiment quand même universel qu'on peut ressentir enfant, jeune adulte, plus tard ou tout au long de sa vie. Et oui, je pense que ça nous lie tous en tant qu'humains d'établir la sensibilité, notre ressenti à notre culture, à ce qu'on veut être, à comment on établit notre identité. Avant de vous laisser les paroles pour que vous puissiez poser les questions que vous voulez à Philippe Collin ou Céline Spierer, juste cette dernière question. Donc, Céline, d'où il est venu ce titre? Comment vous l'avez trouvé? Une des thématiques également très importantes à côté de celle de l'identité, mais qui est finalement très liée, c'est celle de la transmission, de la difficulté surtout en fait de la transmission à travers les générations. Ça peut être les générations d'une même famille, ça peut être dans le monde dans lequel on vit, où finalement l'histoire s'apprend pas toujours. Et donc, dans mon roman, cette transmission, elle est extrêmement fracturée entre les générations de ces femmes qui n'ont pas pu témoigner à leur génération, aux générations plus jeunes, qui ont soit pas eu l'opportunité, soit pas eu la force, parce qu'elles avaient absolument pas envie de parler de ce qui leur était arrivé. Et donc, ce message, cette transmission qui s'est parfois
fait de façon éclatée ou pas fait du tout, c'est un fil qui est rompu dans l'histoire. Et d'où le rôle aussi du petit Ethan, qu'on n'a pas assez évoqué, mais on n'en dira pas plus. Ouais. Voilà. Ce fil rompu donc de Céline Spirer chez Loïs Dermesson. Alors, la parole est à vous. Monsieur. Oui, allez-y. On va vous apporter un micro. Nous vous écoutons, monsieur. Merci beaucoup aux intervenants et aux modérateurs. Donc une question pour Philippe Collin. Vous vous interrogez sur le fait de trahir quelqu'un qui est le même que nous, quelqu'un qui nous ressemble. Mais est-ce que finalement on n'a pas cette tendance naturelle à trahir quelqu'un qui nous ressemble, dans la mesure où il y a ce concept de rivalité mimétique qu'a mis en évidence l'anthropologue René Girard, qui dit que finalement on va être ennemi avec celui qui nous ressemble parce que l'être humain a cette passion de la distinction, et c'est peut-être aussi parce que le régime communiste a voulu tuer cette passion de la distinction qu'il ne s'est pas forcément encore imposé à l'échelle mondiale. Alors c'est tout l'enjeu de ce que j'ai essayé de mettre en place entre ces deux frères, parce que effectivement l'autre, quand il est même, il est une menace dans la crainte qu'on puisse avoir qu'il nous trahisse, ou même un manquement ou une insuffisance, que ce soit un ami, une sœur, ou un amoureux, une amoureuse, des parents. Hein, l'autre est même, il est pluriel dans le même. Et effectivement, on peut se dire, je n'aimerais pas que ce même qui me ressemble me trahisse. Or, au fond, on sait que deux choses. S'il est même, on peut comprendre sa logique de trahison, puisqu'il nous ressemble. Mais on peut aussi se dire, et c'est là où ça devient très inquiétant, c'est que nous-mêmes, on peut trahir. Puisque si le même nous trahit, pourquoi est-ce que nous, on ne trahit pas l'autre? C'est là où je vous rejoins. Et c'est tout l'enjeu de ce récit. Hein, on a peur d'être trahi par l'autre, mais sait-on nous-mêmes que nous avons le potentiel de trahir l'autre? Ça, c'est très important. Mais j'essaie d'aller plus loin, c'est que si on a conscience de tout ça, on peut aussi peut-être amorcer une forme de compréhension, d'où une forme d'indulgence. Hein, on est trahi par l'autre, mais si on sait qu'on peut nous-mêmes trahir, on se dit, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi il a trahi? Et donc, poindre une indulgence. Et l'indulgence peut conduire à la réconciliation ou à une forme de pardon. Alors, c'est un peu utopiste peut-être, mais l'exergue du livre s'appelle, enfin, c'est titré L'Europe, c'est la réconciliation. C'est que j'aime à croire que si on laisse arriver cette indulgence, on peut effectivement pardonner. Une forme de rédemption. Ça nous concerne tous, en réalité, hein, en tous, chacun d'entre nous. Et ce que j'avais essayé de faire avec Marcel Grob, c'était de se dire, qu'est-ce que chacun d'entre nous aurait fait à la place de Marcel Grob, hein, qui donc quitte sa famille pour être enrôlé de force dans la Waffen-SS, malgré lui. Là, l'idée de ce roman graphique, c'est d'essayer de dire aux lecteurs et aux lectrices, si vous étiez trahi par l'autre qui est un même, quel comportement vous auriez? Et est-ce que vous seriez capable de pardonner? Voilà, donc c'est tout l'enjeu. Donc je ne fais que répéter ce que vous avez dit en réalité. Et je comprends très bien ce que vous dites. L'enjeu est là, et l'enjeu est majeur. Et je trouve que ça, c'est une problématique qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains, et qui sort des 70s, hein, qui s'applique dans nos vies à chacun aujourd'hui. Donc c'est ça qui me tenait à cœur dans ce récit. Et je répète, qu'est-ce qu'aurait été l'histoire si Hansel trahit Gretel? Or, c'est un conte pour enfants, donc évidemment, Hansel ne trahit pas Gretel, et tant mieux pour les enfants, c'est aussi une manière de protéger l'enfance. Hein. Mais c'est quoi l'histoire si Hansel trahit Gretel? Comment on s'en sort dans cette histoire? En fait, on a tous été confrontés à ça. On a tous été confrontés à la trahison de l'autre quand il est même. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, à charrier aussi dans un roman graphique, à travers une bande dessinée. Voilà. Merci. Autre question, au fond, monsieur, on vous apporte le micro là-bas. Pour que tout le monde puisse vous entendre. Oui, lorsque vous dites que Andreas est trahi par son frère Conrad, est-ce que le récit n'est pas un peu plus complexe? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas Andreas qui commence d'une certaine manière à trahir? Parce qu'il veut passer à l'ouest, il sait très bien qu'il met en danger son frère et sa famille.
Et s'il veut passer à l'Ouest, c'est pas pour des nobles idées de liberté, c'est parce qu'il veut pouvoir consommer et accéder à un bon niveau de vie, ce qui en soit peut-être une excellente raison. Enfin, est-ce que c'est pas lui qui commence à trahir? Absolument. Je vous remercie pour tous les gens qui n'avaient pas lu le livre. Ça, au moins, c'est fait. Donc, on sait tous on sait qui a trahi qui. Donc, merci, monsieur. Mais cela dit, je vous rejoins. C'est que vous postulez que, effectivement, l'un a trahi l'autre. Hein. Donc, Conrad aurait pu trahir Andreas. Bon. Mais là où je vous rejoins, c'est qui a trahi qui. Mais là, ça pose la question de l'idéologie. Tout d'un coup, puisque Conrad est animé d'une idéologie à laquelle il croit encore, même si c'est dans son confort à lui. Et c'est là où je reviens à Marcel, c'est Marcel Grob. Marcel avait-il le choix de ne pas aller dans cet enrôlement de la Waffen-SS? Absolument qu'il avait le choix. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où tout l'enjeu se pose. Et pour Andreas, y compris, c'est que certains ont fait le choix de ne pas aller à l'engagement de la Waffen-SS. Mais il faut regarder pour quelles raisons à chaque fois et au cas par cas. 98% des gamins qui étaient convoqués à cet enrôlement de force, y sont allés. Mais au fond du fond, il avait quand même le choix de ne pas y aller. Mais il y est allé, et presque comme un geste d'amour, pour protéger sa famille, puisqu'il y avait le Sippenhaft. Ici, vous connaissez très bien ça dans la région, c'est que peser sur la famille le risque d'être déporté en Silésie si les enfants ne répondaient pas à la convocation militaire. Donc c'est intriguant de se dire que Marcel peut s'embarquer dans cette aventure pour protéger les siens. Donc un geste d'amour quasiment, ce qui est assez étrange. Pour Andreas et Conrad, c'est la même chose. Conrad, il est passé à l'Ouest, il a une vie, il a eu des enfants, Conrad. Il aime ses enfants. Son frère, qu'est-ce qu'il fait en décidant de trahir l'idéologie communiste? C'est une trahison déjà. Le met en panique, mais ça crée un conflit intérieur. Conrad dit que c'est au nom de son idéologie qu'il refuse que son frère passe à l'Ouest. Mais en fait, peut-être pas. Ce dont il a peur, c'est de voir son confort de vie à l'Ouest, lui, en tant qu'espion infiltré, être menacé. Il a une femme, des enfants. Voilà, donc qui est traître, qui a trahi, c'est toute la question aussi. Donc voilà, donc j'essaie de relancer l'intérêt du lecteur pour le livre, vous voyez, parce que donc vous voyez, qui a trahi, on ne sait pas, on ne sait plus du coup. J'espère qu'après ma réponse, on ne sait plus qui a trahi qui. Donc, et merci monsieur. Alors une dernière question. Voilà. Vous nous promettez, monsieur, que vous ne révélez rien du tout sur le nom. Bon, bah alors voilà, attendez. Bon, vous voilà, soudain, voilà. Protégé d'une certaine manière, monsieur. Oui, alors, une réflexion qui me vient en parlant de trahison. Qui a trahi qui parmi les deux frères? Je ne le sais pas, je n'ai pas lu le livre. Une réflexion que j'ai entendue il n'y a pas longtemps d'un satiriste est-allemand qui disait: on s'est débarrassé du communisme parce que le communisme a trahi ses propres idéaux et ils n'ont jamais été mis en place réellement. Maintenant, il faut se débarrasser du capitalisme parce que le capitalisme, lui, ne les a pas trahis, mais les a pleinement réalisés. Donc, finalement, ce n'est pas les deux frères qui se sont trahis l'un à l'autre. C'est le système qui s'est trahi lui-même en Allemagne de l'Est. Oui, là, vous parlez en 2020. Donc, vous avez la distance qui permet d'avoir cette analyse. Mais au moment du récit, c'est effectivement deux blocs qui s'affrontent et deux idéologies qui sont antagonistes. Maintenant, en effet, comment dire, le communisme s'est effondré et l'erreur qu'on a commise, nous, je crois, à l'Ouest, c'est d'avoir pensé qu'on avait gagné, que notre modèle avait gagné sur le leur. La démocratie libérale a triomphé d'une dictature communiste, l'Union soviétique. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous avons fanfaronné. Vous savez, à la fin de Easy Rider, Dennis Hopper dit à Peter Fonda: mec, on a tout ce qu'il faut, on a tout gagné, on est pété de thunes. Et Peter Fonda lui répond: no man, we blew it. On a tout foiré. Et je pense que la chute du mur de Berlin
ouvrait un horizon extraordinaire pour l'Europe. Et je crois que we blew it. C'est-à-dire qu'on a tout foiré. C'est qu'on a pensé qu'on avait gagné sans prendre en compte à la fois qui étaient les populations à l'Est, leurs souffrances, leurs inquiétudes, leur vie au quotidien aussi. Vous savez, la RDA, c'est une dictature politique, violente, dangereuse, mais il y avait aussi des choses à creuser en RDA. Il y avait des choses à écouter. Voilà, c'était un pays extrêmement cultivé, qui avait mis en place des systèmes éducatifs absolument généreux avec la jeunesse. C'est un monde qu'on a liquidé parce qu'il y avait une guerre froide et que nous avons pensé démocratie libérale au sens économique du terme aussi, qu'on avait triomphé. Or, voilà où en 2020 où nous en sommes. Sans doute un peu trop vite. Voilà. Bon, merci pour toutes ces questions qui sont bien plus intelligentes que mes préoccupations capillaires, mais ça c'est autre chose, voilà. Merci à tous, passez une bonne fin de journée ici au Livre sur la Place. Je rappelle que les auteurs seront présents juste au-dessus pour dédicacer leurs livres. Céline Spirer et son fil rompu chez Héloïse d'Ormesson, et donc Philippe Collin sans Sébastien Goethals pour cette patrie des frères Werner aux éditions Futuropolis. À très vite, merci beaucoup. Merci. Merci.